La grande interview sur CNews et Europe 1. Mon invité ce matin est le président de Debout la France. Bonjour et bienvenue Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Sonia Mabrouk. Merci de votre présence. Ce matin, beaucoup de sujets à évoquer, mais tout d'abord, tandis que les négociations entre Russes et Américains se poursuivent, Emmanuel Macron a reçu hier Volodymyr Zelensky pour lui dire et lui redire son soutien, le soutien de la France. Le président français qui réaffirme, Nicolas Dupont-Aignan, l'absolue nécessité d'une paix, une paix durable et pérenne. Il a raison? C'est curieux. Il fait tout pour saboter la paix. C'est ça qui est insupportable d'hypocrisie. C'est-à-dire que la France est complètement hors jeu à cause d'une mauvaise stratégie de départ, d'une mauvaise analyse de la réalité historique, géographique, géopolitique, et qu'au lieu de reconnaître qu'il y a une chance historique dans le plan de paix de Donald Trump, permettant de vraiment faire la paix, c'est-à-dire d'avoir l'accord de la Russie et de l'Ukraine. Eh bien, les Européens, les dirigeants européens, pas les peuples, les dirigeants européens font tout pour saboter la paix et la rendre impossible. Parce qu'en fait, Emmanuel Macron se nourrit de la guerre. Qu'on comprenne bien, Nicolas Dupont-Aignan, demander une paix durable et pérenne pour qu'un autre jour il n'y ait pas d'extension des ambitions russes, c'est saboter la paix? Ah mais pas du tout. Une paix durable, c'est quoi ? Une paix durable, c'est ce que j'avais proposé dès 2022, et c'est l'accord qu'il y avait eu d'ailleurs, pré-accord, entre Ukrainiens et Russes en juillet ou juin 2022 à Istanbul, et qui avait été saboté cette fois-ci par Joe Biden et les Anglais. C'est quoi la paix durable ? Parce qu'il faut à un moment dire la vérité sur ce conflit. La paix durable, c'est la neutralité définitive de l'Ukraine, où les Occidentaux affirme solennellement que jamais elle ne rentrera dans l'OTAN, ni d'ailleurs dans l'Union européenne. Français et les Européens. Mais bien évidemment. Et c'est la cause de la guerre. Moi, je reviens à une position gaullienne qui avait été reprise par Jacques Chirac. Jacques Chirac avait proposé, à l'époque, neutralité, démilitarisation de l'Ukraine, pour en faire ce que ça n'aurait jamais dû cesser d'être, une zone tampon entre l'Est, le monde slave, et le monde de l'OTAN, qui d'ailleurs, souvenez-vous, devait s'arrêter à l'Allemagne et a avancé jusqu'à la Pologne. Donc, tant qu'on n'a pas compris cela, on ne peut pas désamorcer ce conflit. Et vous assumez et j'assume totalement. Il faut arrêter les aides à l'Ukraine, qu'il ne faut pas renforcer l'armée ukrainienne malgré ce que fait Trump sur le terrain militaire. En fait, ce qui est fascinant, et je voudrais que les Français le comprennent, malgré la propagande abjecte du régime français. Propagande propagande abjecte. À quel sujet ? De faire croire qu'on est un héros parce qu'on fonce dans un mur et qu'on nourrit la guerre alors qu'on a une occasion de paix extraordinaire. Ce que les Américains de Trump ont compris, et ce que je répète d'ailleurs depuis des années, c'est que si on veut éviter le basculement du monde vers l'Asie et la Chine, il faut récupérer la Russie. Et ce qu'est en train de faire Trump, dans les accords, de manière magistrale. C'est lui qui va rafler la mise. Il est en train de rafler toute la mise. C'est-à-dire qu'il a compris une chose, c'est que s'il ne veut pas être dépendant des terres rares chinoises qui asphyxient notre industrie, s'il veut que l'Occident, l'Europe, survivent face au rouleau compresseur chinois, il a besoin des ressources naturelles russes, il a besoin de la science russe, il a besoin de la civilisation russe. Et qu'est-ce que fait Donald Trump ? Il est en train de liquider l'Europe. Et ces nains de jardin... Est-ce que ce n'est pas une auto-liquidation ? Oui. C'est une véritable... Les nains de jardin qui nous gouvernent. Nains de jardin ? Oui. Les Starmer, Merz et Macron, qui étaient en fait dans les wagons des néoconservateurs américains qui ont été battus aux élections, continuent comme des canards sans tête à ânonner leurs éléments de langage, soutenant un régime corrompu dans une impasse totale. Dupont-Aignan, régime corrompu, précisons, c'est un scandale de corruption qui a touché le bras droit et principal conseiller... Précisons les choses, de Volodymyr Zelensky. Zelensky va passer à la moulinette très vite. Il n'est plus légitime pour vous ? Mais il n'est plus élu président, d'abord depuis un certain temps. Vous savez qu'il n'y a pas eu d'élection. Nous sommes en situation de guerre, et dans une situation de guerre, même chez nous, il n'y aurait pas d'élection. Admettons, encore que sous la guerre des 14. Bon, on va pas revenir dessus, mais qu'importe. Moi, je vois l'intérêt de la France et de l'Europe. Et l'intérêt de la France et de l'Europe, c'est d'éviter cette guerre fratricide entre frères slaves, qui ont vécu ensemble 4 siècles, qu'il faut réconcilier. On s'est bien réconcilié avec les Allemands, après 3 guerres. Donc il faut anticiper la paix.
Moi, je veux la paix pour mon pays parce que c'est l'intérêt de la France d'arrêter de gaspiller de l'argent, 40 milliards, d'arrêter de payer... Oui, les engagements français, je les ai calculés, les engagements français. Nous sommes autour de 10-15 milliards d'aide à l'Ukraine. Attendez. Direct, pas indirect. Ah oui. Mais l'Union européenne, nous sommes actionnaires, si je puis dire. On finance 18%. Si vous additionnez tout, le foyer fiscal français a payé 1 000 euros par foyer engagé par Emmanuel Macron. Mais il n'y a pas que ce coût direct. Il y a la ruine de notre industrie, qui paye notre gaz, notre énergie 3 fois plus cher que les Chinois ou les Américains. Et l'agriculture. Il y a l'agriculture. Et puis surtout, il y a l'avenir du monde. Moi, je veux que l'Europe... C'est curieux d'ailleurs, ce sont des Européens. Ils se disent Européens. Ils sont en train de sacrifier l'Europe au profit des États-Unis et de la Chine. Nicolas Dupont-Aignan, ce matin, peut-être, à partir de vos propos, eh bien, l'Élysée pourrait dire qu'il s'agit de désinformation. Ce que vous dites sur nos antennes, qu'il est nécessaire de labelliser nos médias par rapport à ce que vous dites sur l'Ukraine. À ce sujet, vous savez qu'il y a eu une attaque directe hier depuis le compte X de l'Élysée. D'abord, pour nos téléspectateurs et auditeurs, regardez, écoutez un extrait. Emmanuel Macron envisage un label pour les médias. Il y aurait les bons médias et les moins bons. Comment ne pas voir dans cette initiative une tentation autoritaire d'un président mécontent du traitement médiatique et qui souhaite imposer un récit unique? Je propose un nom pour ce nouveau service de communication, la Pravda. Bon, sujet médiatique qui devient éminemment politique. Vous avez vu les réactions notamment de Bruno Retailleau, de David Lisnard et d'autres. Que vous inspire cette passe d'armes? Écoutez, je dénonce depuis des années cette censure implicite qui a été quand même jusqu'à fermer une chaîne de télévision, C8, mais qui va bien au-delà de cette labellisation. Moi, j'ai écouté le président de la République dans ses forums d'électeurs à Arras, à Toulouse. Il a osé dire, c'est affiché, c'est assumé, il a dit qu'il avait convoqué un conseil de défense informationnel. Le président de la République, sous la 5e, garant des institutions, du bon fonctionnement, de la liberté des Français, organise dans le secret des délibérations un conseil et il commence à raconter une histoire. Et voilà pourquoi il se nourrit de la guerre. Parce que, Sonia Mabrouk, il y a un lien entre la mise sous tension et l'invention d'une menace russe imaginaire pour la France et la mainmise d'Emmanuel Macron sur les médias, les réseaux sociaux et les messageries. Que le chef d'état-major des armées, qu'Emmanuel Macron et que tous ceux qui affirment qu'il y a une menace russe à nos portes sont dans une forme de mensonge qui les lie. Total. Parce qu'ils oublient une chose. Attendez, ils oublient une chose. C'est d'ailleurs curieux. La force de dissuasion nucléaire française qui nous protège. Fort heureusement, nous ne devrions pas en arriver là. Non, mais s'il y avait une menace, on a une force de dissuasion. Donc, l'intérêt de la France, c'est de s'attaquer à la vraie menace intérieure, narcotrafic, islamisme. Mais attendez, encore je reviens sur l'information. Mais puisque vous l'avez bien entendu, il y a une volonté. Non, mais c'est un plan global. J'entends, mais vous avez entendu. Bien monté, bien organisé. Vous avez aussi entendu, puisque vous l'avez écouté attentivement, qu'il ne va pas lui-même, que c'est pas le pouvoir qui va s'occuper de cette labellisation. Que pensez-vous quand même de cette mise au point ? Non, mais c'est un peu comme sous l'occupation, le régime de Vichy. Il y avait un comité de la censure. C'était pas les Allemands qui le faisaient directement. Il y avait des collabos. Eh bien, je ne sais pas si comparaison vaut raison. Écoutez, la censure, c'est la censure. Oui. Quand on ouvrait les courriers, quand il y avait un comité de presse, c'était quoi? Parce que là, bien sûr qu'il ne le fait pas lui-même. Il le fait faire par ceux qui ont fait sa propagande en 2017, par les chiens de garde du régime. On les connaît. Regardez, il y a eu le scandale de... Les mots sont forts, hein, Nicolas mais c'est la réalité. C'est-à-dire on renvoie à une époque qui est très sombre, tragique. Mais jamais depuis la collaboration, bien noire. Jamais depuis Vichy et Pétain, il n'y a eu un président qui voulait ouvrir les courriers, censurer l'information, fermer des chaînes, créer un comité de labellisation. Est-ce que vous savez qu'il y a des... Est-ce que vous connaissez ce terme, Sonia Mabrouk? Signaleur de confiance. C'est le règlement DSA de l'Union européenne, qui est appliqué par l'ARCOM, avec des signaleurs de confiance. C'est quoi des signaleurs de confiance? Ce sont des délateurs qui ont été choisis par l'ARCOM pour surveiller les réseaux sociaux et dénoncer à l'ARCOM. Certains y voient des vigies. Non, mais jouons le rôle de modérateur, des vigies, des sentinelles de la démocratie. Il y a une sentinelle. Laquelle? Pour moi, le respect de la loi sur la diffamation, sur la haine, avec un juge, le juge, qui tranche. Et nous avons un système judiciaire, c'est le droit de la presse. Moi, je ne suis pas pour la diffamation, je ne suis pas pour la haine, je suis pour qu'on applique des règles. Mais il n'y a pas des zones grises, comme le disait la directrice France de X,
qui expliquait devant l'Assemblée nationale, devant une commission, qu'il y avait des zones grises et qu'on allait dégranuler. Alors, vous entendez tous ces termes Nicolas Dupont-Aignan, si ce que vous dites ce matin... C'est gravissime. Et si grave, pourquoi vous expliquez qu'il n'y ait pas une levée de bouclier? Pourquoi c'est une partie des droites qui se lève? Pourquoi ce ne sont pas tous les médias qui exprimeraient cette crainte? Il n'y aurait que vous et certains qui auraient perçu ce danger dans notre pays? Non, parce que vous avez une minorité agissante, qui tient le pays depuis des années, dans l'éducation, dans la magistrature, dans la presse, qui est de plus en plus minoritaire et qui veut maintenir son pouvoir. Et derrière cela, j'alerte les Français, il y a un scénario à la roumaine. Vous savez, en Roumanie... Vous dire de remise en cause du résultat de 2027? Mais Emmanuel Macron l'a dit, reprenez ses paroles au Forum de Toulouse, il a dit dans la perspective des élections municipale et présidentielle, il faut se garder des ingérences. Ça veut dire quoi? Le scénario roumain, c'est que le candidat... C'est que 3 jours avant... Et oui, le candidat était soupçonné d'ingérence, en tous les cas d'action de collusion avec la Russie. Oui, et 3 jours avant, le second tour, alors qu'il allait gagner, des juges fantoches ont annulé l'élection. Et je dis à l'opposition, qui n'est plus une opposition, quand un président de la République veut censurer l'opinion, fausser le débat public, il faut le destituer. On a le moyen de le faire. Il y a l'article 68. Ça ne sert à rien de brailler. Il faut utiliser les instruments de la Constitution. Alors, nous restons quand même dans un débat démocratique avec des idées qui s'entrechoquent. Mais je dis, vous parlez des oppositions, vous parlez des sujets qui sont ceux de l'énergie, de la défense, de l'immigration, de l'agriculture. Et vous dites souvent, Nicolas Dupont-Aignan, que le problème, c'est l'Europe. Sur ce sujet, Jordan Bardella, sur cette antenne, a été interrogé et il a dit que n'était pas question de Frexit parce qu'on est, je cite, en train de gagner la partie, alors on ne quitte pas la table des négociations. Que lui répondez-vous? Est-ce que vous partagez cette position? Je crois qu'il faut être à la table, mais qu'il faut sortir de cette organisation délétère. Longtemps, j'ai cru, comme Jordan Bardella, je vais être très franc, j'ai cru qu'on pourrait changer de l'intérieur ce système. Il a changé radicalement depuis la crise Covid. Il est devenu liberticide, il ne s'attaque plus aux États, il s'attaque aux individus, et au point de changer les résultats des élections, comme en Roumanie. Et pire, il nous entraîne vers la guerre. Il ruine notre industrie, notre agriculture. Donc moi, je ferai campagne à la présidentielle pour la sortie de l'Union européenne. Vous êtes un partisan du Frexit. Je suis un partisan... Vous avez l'honnêteté de reconnaître que c'est une évolution de votre position. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on ne peut plus la modifier de l'intérieur. En revanche, à la différence du Frexit pur, je pense que la France est suffisamment forte pour faire sortir d'autres pays, pour dynamiter la structure et c'est très important pour la suite, reconstruire une Europe des nations libres, celle qui a marché. Parce que ce qui est quand même fascinant, c'est qu'il y a eu une Europe qui a marché. Celle du général de Gaulle et d'Adenauer. Chaque pays avait ses frontières, son budget, ses lois, on coopérait. Donc pourquoi on devrait obéir à Mme von der Leyen, à une technocratie... Pas seulement. Emmanuel Macron veut aussi cette Europe totalement fédérale, Schengen européen, mais c'est un vrai débat. Agriculture. Et je vais vous dire, ça sera la ligne de fracture, selon vous, pour cette présidentielle? Pour moi, le grand débat des 10 prochaines années, c'est soit on se soumet à cette structure totalitaire fédérale, soit on s'en échappe. Et je serai candidat et j'appellerai les Français à résister. C'est le sens de ma candidature. C'est, j'allais dire, si je pouvais plaisanter, parce que c'est une affaire très grave, le seul intérêt de ma candidature. Parce que la classe politique française n'a toujours pas compris qu'on ne pourrait jamais résoudre nos problèmes migratoires, sécuritaires, économiques, énergétiques, si on ne reprend pas notre liberté. Et c'est un point de divergence fondamentale avec le RN. Je voudrais rappeler, Nicolas Dupont-Aignan... C'est la démocratie et c'est le premier tour de la présidentielle. Ah, donc pas de primaire alors? Mais pour qu'il y ait une primaire, Sonia Mabrouk, faudrait-il encore peut-être qu'il y ait une opposition? Mais je vois Laurent Wauquiez que j'estime faire des négociations et amuser la galerie avec une primaire, X ou Y. Gérald Darmanin, oui, mais attendez, Laurent Wauquiez n'appuie pas sur le bouton de la censure. Laurent Wauquiez cautionne ce gouvernement qui vote des impôts sur des impôts et qui ruine la France. Donc il y a un moment, moi je ne participe pas à une primaire avec des gens qui soutiennent un gouvernement le cornu. Ils vous ont pas cité d'ailleurs. Hein. Non, mais heureusement, d'ailleurs, ils savent très bien que je ne suis pas... Vous allez fermer la porte, ça. Non, mais c'est pas de fermer la porte. Une primaire entre des vrais opposants, pourquoi pas?
Mais Alors je qui est le pense... vrai opposant à Emmanuel Macron, enfin à la Macronie Mais- aujourd'hui, à Édouard Philippe? Je ne demande pas Qui des est-il? paroles. Qui Dans est-il? les paroles, il y a beaucoup d'opposants. J'ai écouté Bruno Retailleau, bravo sur le budget. Mais alors pourquoi il ne censure pas? J'écoute Jordan Bardella, excusez-moi, j'écoute Jordan Bardella et Marine Le Pen, bravo, la démission du président. député, mais le 9 pourquoi il ne décembre, destitue pas? Vous appuyez sur le bouton Mais si vous bien étiez député. évidemment, parce que les Français ne peuvent pas vivre encore 15 mois avec un pilote d'avion qui fait des loopings avec l'avion. Je ne sais pas si vous réalisez la gravité. C'est pas des Chanel qui descendent son train. C'est le président de la Ve République qui a le feu nucléaire et qui a des pouvoirs énormes. Et il fait des loopings avec l'avion. Et nous sommes les passagers, Sonia Mabrouk. Donc le devoir d'un homme politique, c'est de dire on arrête, on le débranche le plus vite possible. Oui, avec les outils de la démocratie. Mais de la démocratie. Mais même si la destitution n'aboutit pas, imaginez l'impact Vous le savez très bien d'ailleurs, Nicolas Vous savez pas. Dupont-Aignan. Certains disent que vous amusez la galerie. Pas du tout. Je ne sais pas. Je vais Sur la vous dire destitution, pourquoi. il y a des chances. À l'Assemblée nationale, le vote de la censure représente les 2/3 qui seraient Effectivement. utiles. En revanche, le Sénat bloquerait. Mais après, ce sont aux sénateurs d'assumer devant le peuple de laisser quelqu'un qui nous entraîne vers la guerre, qui veut censurer l'information et fausser le résultat des élections en 2027. C'est ça le projet d'Emmanuel Macron. Alors il faut que l'opposition se réveille avant qu'il soit trop tard. À bon entendeur. Merci Nicolas Merci à vous. Dupont-Aignan. C'est votre grande interview ce matin. À bientôt.